Bonjour, je m'appelle Marie-André Lamontagne. Je dirige la programmation du Festival littéraire international Métropolis Bleue à Montréal, qui connaît sa 25e édition en 2023. Et la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans l'espace professionnel sur le site du festival. Donc aujourd'hui, un essai va nous occuper au cours de la prochaine demi-heure. Je vais bien le cadrer à l'écran. Le fétiche et la plume, la littérature nouveau produit du capitalisme, c'est son titre et sous-titre, paru aux éditions Rivage. Il est signé à quatre mains, il est écrit à quatre mains et signé Hélène Ling et Inès Sol-Salas, toutes deux autrices par ailleurs en littérature, donc je les présente brièvement. Hélène Ling, vous avez publié 3 livres auparavant, chez Alia, chez Gallimard et puis chez Rivage, et vous êtes agrégée de lettres et vous enseignez à Paris. Inès Sol-Salas, vous êtes aussi agrégée de lettres modernes. Vous avez publié un premier roman en 2019 et vous avez enseigné en France et à l'étranger. C'est d'ailleurs en Turquie que nous vous retrouvons. Turquie avec la série Pays très éprouvé, comme nous le savons en ce moment. Alors nos pensées vont vers la Turquie et la Syrie. Le but de votre essai est énoncé page 17, je cite, « Rendre compte d'une évolution structurelle et symbolique de l'espace littéraire à l'ère du capitalisme tardif ». Et on voit bien en vous lisant que écrivain, vie du livre, écriture, commerce, pouvoir symbolique, lecture, tous ces éléments ont changé et ce n'est pas pour le mieux. Alors, d'abord, pour bien suivre votre démonstration, il y a une notion qui est convoquée régulièrement, c'est l'économie de l'attention, c'est celle de l'économie de l'attention et ses déclinaisons comme le marché de l'attention par exemple. Et vous expliquez que le concept a été développé par le philosophe allemand Georges Frank. De quoi s'agit-il au juste, économie de l'attention? À qui va répondre? Moi, je vais commencer, puis Hélène complétera sans doute. Alors, Inès Sol-Salas, oui. Merci. Oui, effectivement, c'est donc le philosophe Georg Frank qui avait parlé initialement de capitalisme mental. Initialement, il disait que nous étions dans un monde où notre attention était sans cesse sollicitée. C'était pourtant avant les réseaux sociaux et donc un petit peu avant les années 2000 qu'il écrit sur ça. Et il parle déjà des affiches publicitaires et il dit, en fait, on ne cesse d'essayer de capter votre attention et on devrait créer une taxe sur l'attention qui vous serait reversée en tant qu'individu, puisque quelque part, on capitalise sur votre capacité d'attention qui est transformée en publicité, puis en capacité d'achat. Évidemment. Et dans le fond, c'est le contexte actuel, c'est l'évolution du capitalisme est telle qu'elle nous conduit à cette économie de l'attention. C'est ça. Et avec l'émergence, bon, évidemment, de la télévision et surtout donc des industries numériques, cette notion, donc ce capitalisme mental va être renommé parfois capitalisme de l'attention, comme vous l'avez dit, ou économie de l'attention. Et l'idée, c'est, si vous voulez, de chercher par tous les moyens à capter notre attention parce que le temps que nous passons sur tel ou tel programme, sur tel ou tel réseau social, en fait, est un temps qui est converti en data, qui permet d'établir un profil utilisateur et qui plus tard sera revendu, ce n'est pas, personne n'en fait mystère, hein, à des publicitaires, à des gens qui auront intérêt à connaître ce profil et ainsi à mieux cibler, si vous voulez, nos comportements de consommation, etc. Et donc, voilà, il explique que ce capitalisme attentionnel, bien sûr, est au cœur, si vous voulez, est tout aussi important que le capitalisme financier en dur, puisque évidemment c'est ce qui va vous permettre d'exister dans un monde de l'image et dans un monde des réseaux sociaux. Et il donne comme exemple, c'est un exemple qui me frappe énormément, il dit vous avez des gens qui baignent sans cesse dans l'attention, qui sont invités sur tous les plateaux de télévision, dont on sollicite sans cesse la parole, l'image, la vie, etc. Et puis vous en avez qui sont obligés de s'immoler par le feu pour apparaître 2 minutes à un journal télévisé pour faire entendre leur cause. Et il dit voilà pourquoi cette attention elle est au cœur de notre nouvelle économie.
Alors, donc ça, c'est le contexte, mais on pourrait penser, c'est peut-être une vision trop optimiste, mais on pourrait penser que, au contraire, le livre s'en sortirait plutôt bien, la lecture, en tout cas l'objet littéraire, puisqu'il serait comme une réaction aux excès de ce bruit et de cet accaparement permanent. Or, ce n'est pas le cas si on vous a bien lu. Hélène Oui, Lee. alors justement, c'est là toute la question. C'est que ce que nous essayons de montrer dans l'essai, c'est cette évolution qui a mené la lecture à être un temps, avant d'être un temps de loisir, un temps finalement de solitude et d'abstraction et en vérité de présence beaucoup plus intense au monde et aux choses par intermédiaire des signes. On est passé de ce temps-là, celui de Julien Sorel par exemple, qui se cachait pour lire Les Mémoires de Sainte-Hélène, à un temps où au contraire, dans cette époque où finalement notre temps psychique est devenu un matériau de production capitaliste, eh bien, on a réussi petit à petit à faire entrer la lecture dans cet espace de capitalisation sur notre temps psychique. Ce qui fait que le temps psychique des habitants de la planète aujourd'hui est un immense marché qui doit se partager donc à coup de d'intrusion marketing publicitaire et autres, et grâce à de nouvelles techniques, les liseuses par exemple. C'est un immense marché que se disputent les différentes industries culturelles, et le livre est perdant dans cette histoire-là, parce que bien sûr c'est le parent pauvre de cette économie. Par rapport à Netflix par exemple, qui arrive à capitaliser des milliards d'heures d'attention, le livre, lui, essaye de jouer ses pauvres armes en mimant les autres productions, mais évidemment, il va devenir un petit maillon, si vous voulez, grâce à des allers-retours, par exemple au cinéma ou en série. Effectivement, il peut s'insérer. Il y a aussi des blockbusters, hein, il y a aussi des choses qui marchent très bien, comme Harry Potter. Enfin, et ça devient un peu l'horizon du livre aujourd'hui, finalement. Oui. Et donc, ce qui aurait joué contre le livre, ça aurait été peut-être aussi ses efforts, ou le monde du livre, ses efforts de banalisation. Finalement, le livre devient un loisir parmi d'autres, alors qu'il pourrait être à part, non? Exactement. Alors, oui. Inès? Oui, pour compléter ce que dit Hélène et rebondir sur votre question, effectivement, il y a une sorte de guerre des industries culturelles pour capter cette fameuse attention. Donc ça, c'était démontré par les sociologues, etc. Le temps d'attention qui nous reste et qui auparavant était dévolu au livre est effectivement de plus en plus réduit, et c'est le parent pauvre aujourd'hui, c'est ce que disait un petit peu Hélène. Mais cette économie de l'attention a une incidence directe sur les acteurs du livre, à commencer par l'auteur, l'autrice, qui sont obligés de jouer ce jeu et sont contraints de se mettre en scène sur les plateaux de télévision, parce que finalement rien n'est pire que de ne pas être remarqué. Il faut faire le buzz d'une façon ou d'une autre, soit en étant, soit par un accoutrement particulier, on pense à Michel Houellebecq, Amélie Nothomb et d'autres par exemple, soit par des propos volontairement provoquants. Et en France, on a l'exemple par exemple d'un écrivain comme Yann Moix ou Christine Angot, si on donne ces exemples-là, mais je suis sûre qu'au Canada, vous avez les vôtres aussi. Et puis ça a une incidence, si vous voulez, aussi sur les critiques qui sont de moins en moins lus, et eux aussi sont obligés d'entrer dans ce grand système de circuit, je dirais, de l'économie de l'attention, notamment en allant sur les réseaux sociaux, et ce qui transforme en profondeur l'exercice critique, qui est moins analytique, qui tend davantage vers l'influence, hein, les influenceurs, les influenceuses, sur BookTok, Bookstagram, Booktube et tous les books que vous voudrez, où il s'agit là aussi, en fait, le livre est un prétexte aussi à un discours du moi, un discours promotionnel, et la critique devient davantage recommandation que critique, et beaucoup moins un exercice d'objectivité et d'analyse qu'un exercice de subjectivité et d'expression de ressenti, plus peut-être que d'analyse littéraire, comme pouvaient le faire les critiques dans l'ancien monde.
Voilà, c'était juste pour compléter ce que disait Hélène sur. Et une des conséquences, si on vous lit bien, c'est que tout ce qui résulte de ce capitalisme, de cette économie de l'attention appliquée au livre, tout ce qui en résulte est prévisible. Vous mentionnez page 244 le Global Literary Marketplace, où tous les segments du marché des lecteurs, si l'on peut dire, sont prévus et formatés, y compris, par exemple, la littérature postcoloniale. Est-ce qu'on peut échapper à cette logique? Alors, le Global Literary Marketplace, puisque vous l'évoquez, effectivement, une bonne image de ce que deviennent en fait les œuvres qui sont obligées d'être identifiées sur des créneaux commerciaux et d'être marketées en tant que telles, voire parfois produits en tant que telles pour répondre, on le sait, à une demande existante. Est-ce qu'on peut échapper à cette logique? Bien sûr que nous avons défendu d'une certaine façon l'idée que le livre aurait dû préserver et jouer ses cartes propres, celle effectivement de maintenir cet espace à part, cet espace de mots, cet espace littéraire, plutôt que d'entrer dans la grande compétition des produits. Mais bien sûr que de multiples acteurs, donc Inès parlait de la critique, bien sûr des écrivains, des écrivaines eux-mêmes, hein, en premier lieu peut-être, n'ont pas résisté, si vous voulez, à cette pression qui est une véritable pression économique, hein, dans une guerre économique, et où à la fois les éditeurs et bien sûr l'économie de la librairie que tout le monde défend et qui évidemment doit bien survivre. Cette pression immense les a fait s'engager et donc entrer dans ces logiques de compétition générale. Il n'en reste pas moins qu'il reste évidemment une sorte, on suppose, d'espace informel, d'interstice, de possibilités toujours pour des écritures d'exister, pas en dehors du marché, puisque plus rien n'est en dehors du marché, il n'y a pas de dehors du marché, mais dans des, comment dire, dans des interstices de liberté et qui sont payés au prix fort, au prix d'une relative, je pense, discrétion. Oui. Parlons de la démocratisation culturelle, vous en parlez dans votre livre, et de la fausse démocratisation culturelle qui fait l'économie de l'héritage et de l'assimilation de la culture. C'est le rapport au temps qui est ici en cause essentiellement. Tout s'accélère, donc il n'y a plus le temps pour intégrer, pour assimiler, et du coup la démocratisation culturelle devient fausse, devient factice parce qu'elle est en voie d'accélération constamment. Alors, je vais commencer, puis je donnerai la parole à Inès. À propos de démocratisation culturelle, j'ai appris qu'il y avait un bel exemple que tu aimeras beaucoup, Inès. TikTok a lancé un concours qui se passe sur la plateforme TikTok. En vérité, ce sont les éditions Michel Lafon qui l'organisent. Donc les écrivains en herbe sont censés, en herbe ou pas d'ailleurs, sont censés présenter, pitcher rapidement leur idée devant un jury de 10 booktokeuses, 10 booktokeuses qui sont suivies par des milliers, des dizaines de milliers bien sûr de followers, et qui à la fin vont décider du manuscrit qui sera sans doute publié par Michel Lafon. Alors voilà un exemple, disons, d'apparente démocratisation culturelle où on met sur la table, on offre à la jeunesse comme ça de nouvelles opportunités qui contournent un petit peu, disons, les voies institutionnelles pour écrire. En vérité, oui, nous avons essayé de dire que cette accélération, disons, techno-capitaliste dont on parlait, a faussé les règles de la véritable démocratisation. Puisque nous avons essayé de définir une véritable démocratisation qui consiste en fait pour n'importe qui de pouvoir s'emparer de la lecture de l'écriture comme un outil et une arme dans le grand jeu finalement de l'espace public et non pas de fabriquer, si vous voulez, des ersatz, des artefacts de simplification et qui tire en fait le niveau global vers le bas en offrant plutôt des activités ludiques par exemple ou pédagogiques simplifiées,
en offrant à la jeunesse et d'ailleurs aux adultes même des produits, disons, consensuels sur lesquels tout le monde peut se retrouver et voilà, et engageant par ailleurs toute une industrie de produits dérivés et d'autres services. Et si on appelle ça la démocratisation de la culture, c'est alors vendre une sorte de produit frelaté. Et c'est une imposture. Inès Salas, vous voulez réagir? Oui, bon, c'est exactement ça. Effectivement, en fait, ce qui est appelé démocratisation de la culture, dans la bouche, par exemple, d'un Michel-Édouard Leclerc, qui a la chaîne des supermarchés Leclerc en France et ailleurs, en fait, c'est la commercialisation de la culture. Et effectivement, on va du coup vers des livres. La littérature est confondue avec le livre et avec le produit, en fait, si vous voulez. Et de plus en plus, on va vers des livres qui donnent un primat au contenu sur la forme. C'est-à-dire que, et pourquoi non pas parce qu'il y aurait une évolution des genres ou des pratiques stylistiques qui iraient dans ce sens, mais parce que le contenu permet d'être transvasé, si vous voulez, dans tout type de format. Si j'ai mon pitch, comme disait Hélène, eh bien, je vais pouvoir aussi le pitcher à Netflix, je vais pouvoir le pitcher pour telle adaptation, pour tel goodies, pour tel... et donc, si vous voulez, le livre n'est plus qu'un produit parmi d'autres et n'est plus qu'un pourvoyeur de contenu. Oui. Parlons de la surproduction. Vous rappelez que 20 à 25% de la production annuelle de livres, en France en tout cas, finissent au pilon, et c'est à peu près la même chose ici, et seulement 1% des manuscrits reçus deviennent des livres. La plus grande partie des livres qui paraissent sont ceux d'auteurs déjà connus pour toutes sortes de raisons d'ailleurs, et même ces livres-là tournent et sont éphémères. Et vous écrivez, page 94, que, je cite, l'obsolescence programmée des livres est encore tabou. Pourquoi cette impensée chez les acteurs du monde du livre alors qu'ils touchent à l'objet même de leur labeur? Inès, tu veux commencer peut-être? Non, vas-y, Hélène, vas-y. Hélène, oui, sur le tabou du pilon qu'on avait comparé à la présence de la mort dans le tableau, bien sûr, c'est un impensé absolu qui correspond d'ailleurs à l'impensé de la mort dans nos sociétés, je pense. Cette obsolescence programmée, elle est taboue. Elle est connue pour tout ce qui est objet industriel, mais l'admettre publiquement sur le marché des biens symboliques, cela reviendra à admettre que nous avons justement bradé la valeur symbolique. Et ça, nous ne sommes pas encore à ce degré de cynisme, si vous voulez, qui consisterait à dire, effectivement, ce que tout le monde voit pourtant et sent, que nous avons industrialisé la marchandise culturelle. Et nous ne sommes pas prêts à l'admettre. Ça fait partie de l'hypocrisie du système. C'est très important. Oui, le chapitre sur ce qui est devenu la figure de l'auteur est accablant pour l'époque. Aucun écrivain, et puis il y en a un autre sur le style un peu plus loin, et c'est le même constat. Aucun écrivain un peu réputé, qu'il soit d'une famille esthétique classique, d'avant-garde, postmoderne, pompier, aucun n'est épargné et finit englouti dans ce que vous appelez l'esthétique de l'infra-kitsch du 21e siècle. Qu'est-ce qui serait la marque, selon vous, d'un style et d'un écrivain authentique? Bon, je vais reprendre la parole, mais Inès, tu compléteras. Bien sûr, oui. Hélène a plus travaillé sur ce chapitre, sur le style. Oui. Inès. Hélène, pardon. Nous avons essayé, oui, de parcourir un certain nombre de représentants de ce que nous avons appelé l'infra-kitsch stylistique, c'est-à-dire des auteurs qui sont un peu inconscients finalement de la façon dont eux-mêmes reprennent des formules souvent de la modernité, le plus souvent de la modernité, mais aussi parfois effectivement des écritures qui viennent carrément du 19e siècle, comme le nouveau roman historique, nouveau entre guillemets, enfin bref, l'infra-roman historique pour nous, et qui nie l'histoire des formes, comme si l'histoire des formes n'avait pas eu lieu, ce qui est une façon de se couper finalement aussi de ce que cette histoire des formes signifiait politiquement aussi.
Et il nous semble que là, il y a une inconscience problématique, quelle que soit par ailleurs, la valeur possible de ces ouvrages. Il ne s'agit pas, bien sûr, de tout, de dire que rien n'a de valeur. Il s'agit juste de dire il y a un angle mort, un impensé, qui participe un peu de cette hypocrisie dont nous parlions tout à l'heure sur l'obsolescence programmée. Après, parfois nous citons quelques exemples d'écrivains que nous admirons ou que nous lisons, et cela cet espace-là existe toujours. Il ne s'agit pas du tout de dire aujourd'hui il est impossible d'écrire ou tout est à jeter, mais il s'agit de montrer comment l'espace public, disons, est envahi de façon artificielle par des valeurs fabriquées, parce que nous avons appelé une fabrique de la valeur, et qui, elle, est bien pensée, bien rodée, pour promouvoir un certain nombre de figures publiques. Donc Inès en a cité quelques-unes. En revanche, un écrivain authentique, alors Inès et moi essayons d'écrire par ailleurs, nous essayons comme nous pouvons, un écrivain authentique a parfaitement toute la liberté et l'espace de le faire. Eh bien, c'est sa vérité. Enfin, pour le définir brièvement, rapidement, c'est un écrivain qui prend le temps de faire une véritable recherche de son propre objet d'écriture, par exemple. En dehors d'une attente du marché, si vous voulez, voilà. Mais le problème, c'est d'arriver à échapper à une standardisation vers laquelle on est plus ou moins conduit et conduite, qu'on le veuille ou non, y compris notamment, et c'est le plus gênant pour la littérature, la standardisation de la langue, qui ne va que s'accélérant avec les derniers outils comme ChatGPT et compagnie. Et donc voilà, je pense que toute la question de l'écriture, c'est justement de revenir à une écriture à soi, à un à part soi de l'écriture, à une façon particulière d'habiter la langue. Et voilà, si qui est métaphorique, qui parfois est moins intelligible, qui n'est pas forcément la langue que nous parlons tous les jours, plutôt que d'aller vers une littérature telle que aussi les maisons d'édition parfois y invitent, qui serait lisible. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est ce qui explique une critique qui s'appelle Sylvie Ducas, qui a beaucoup écrit sur l'économie des prix, etc. Et elle dit, c'est le tribunal bienfaisant du lisible, où l'on nous dit non pas ce que vous devez lire ou ce que vous devez écrire, mais ce que vous pouvez lire. Donc, voilà. Et en fait, c'est ne pas perdre de vue cette phrase de Jérôme Lindon qui avait dit un jour que le livre, et ça c'est une autre époque peut-être, mais pourtant elle devrait pouvoir exister encore cette époque, que le livre était le seul objet le seul objet qui créait sa propre demande dans une logique capitaliste, qui créait sa propre demande. Alors je trouvais que c'était très juste et c'est un peu perdu de vue, on va dire, ces derniers temps. Dernière question, vous aurez chacune 1 minute pour y répondre. Votre conclusion est que tout va sans doute disparaître, mais qui sait, je cite, si la renaissance de la littérature n'aura pas lieu, je cite encore, par-delà le cadavre de la machine à produire, page 342. Est-ce rêverie, optimisme, utopie? À chacune de répondre. Alors, en 1 minute. Oui. Vas-y Inès, commence. Vas-y. Non, mais moi je pense que ce qui pourrait mettre fin à ça, c'est des raisons très concrètes qui sont en train d'advenir, comme la crise du papier, par exemple, qui fait qu'aujourd'hui, un livre par exemple, les livres pour enfants ou les livres illustrés que vous produisiez à l'équivalent de 3 €, aujourd'hui sont produits à 7 €. Donc évidemment, peut-on produire autant quand les coûts de production sont aussi élevés? Et forcément, ça entraîne, et ça l'entraîne déjà en tout cas dans l'édition française, une réduction de la production. Et je pense que ce seront des contraintes extérieures qui pousseront peut-être à réviser ces dogmes de la surproduction, de la concentration, etc. et à aller peut-être vers revenir à une littérature authentique, enfin. Voilà, ça c'est mon avis. Il ne serait pas un retour en arrière pour autant. Non, un retour au mécénat, par exemple, ou à des formes déjà existantes qui avaient existé. Ouais. Oui, alors pour rebondir sur ce que dit Inès, je pense aussi que ce seront des aléas historiques, tout simplement, qui vont changer la donne de la grande machine à produire des textes standardisés
Et ce marché ne tiendra pas plus que d'autres au bout d'un moment pour plein de raisons internes, externes, de contradictions diverses, et aussi de l'introduction de l'intelligence artificielle comme acteur à part entière de ce marché. Par exemple, Google a appelé quand même sa dernière trouvaille BART, qui veut dire, enfin, que bien sûr vous connaissez bien dans le monde anglo-saxon, par lequel on désigne couramment Shakespeare, le poète. Tous ces éléments vont profondément changer la donne. Et je ne perds pas, moi, personnellement, la confiance et la foi en la capacité de l'esprit humain à tout réinventer à partir d'une autre situation donnée. Il suffit qu'on se retrouve effectivement un moment déconnecté autour d'un feu, à remettre en marche notre potentiel imaginaire et notre potentiel de verbal pour réécrire l'Iliade et l'Odyssée. Enfin, le potentiel, pour moi, il est absolument vivant, il est absolument là. C'est juste la forme historique qu'a prise notre société qui l'a appauvri. Je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui pensent comme vous, qui ont cette vision, cette confiance en l'humanité malgré le capitalisme tardif que nous connaissons. Hélène Ling, Inès Solsala, je vous remercie. Alors, je rappelle le titre de votre essai inquiétant et salutaire et optimiste. Le fétiche et la plume, la littérature, nouveau produit du capitalisme, et c'est paru aux éditions Rivage. Merci d'avoir écrit ce livre. Merci d'avoir accepté d'en discuter aujourd'hui. Et longue vie à ce livre et à ceux que vous écrirez. Merci à vous. Merci beaucoup.